Que se passe-t-il lorsque la fille s'est triplée sur un dépotoir, pour qu'il soit ensuite trouvé par une femme pauvre et sans enfant, n'ayant rien d'autre à offrir que de l'amour? 3 vies presque jetées, une femme qui a choisi l'amour plutôt que la logique, et un destin qui transformerait la douleur en une raison d'être. Ce n'est pas seulement une histoire de survie, c'est un témoignage du type de maternité qui ne vient pas du sang, mais du sacrifice. Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire de vie vraie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Asseyez-vous et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. La musique pulsait comme un battement de cœur, profonde et forte, faisant trembler les planchers du Club Vortex, la boîte de nuit la plus exclusive de Lagos. Les corps se balançaient sous les lumières stroboscopiques, les rires se mêlaient au tintement des verres coûteux, et le parfum flottait dans l'air épais et humide. Au centre de tout cela, telle une reine entourée de sa cour, se trouvait Annabelle Wilson. Elle était adossée à une banquette en velours, un cocktail à moitié fini dans une main, ses longs ongles manucurés scintillant sous les lumières du club. Ses boucles sombres cascadaient sur ses épaules, encadrant un visage sculpté par le privilège et vierge de toute conséquence. Son rire était fort, insouciant, teinté de cette arrogance qui vient du fait de savoir que le monde se pliera toujours à ses caprices. Une autre tournée, s'il vous plaît, lança-t-elle au serveur sans le regarder. Ce n'était pas une demande, c'était un décret royal. Le serveur s'empressa de partir. Autour d'elle se trouvait une douzaine d'autres jeunes adultes, certains fils et filles de politiciens, d'autres des célébrités, et quelques profiteurs espérant que sa richesse déteindrait sur eux. Elle s'en fichait. Ce soir, c'était sa 3e fête en 4 jours, et elle était loin d'être fatiguée. Les nuits étaient son échappatoire, et les lumières clignotantes lui donnaient l'illusion de la liberté. À quoi bon être jeune et riche si on ne pouvait pas mettre le feu à la ville? De l'autre côté de la table, une de ses amies se pencha. « Amma, tu rayonnes ce soir. Qui t'a maquillée ?» Annabelle leva les yeux au ciel d'un air enjoué. « Chérie, je me réveille en rayonnant. »« Mais oui, c'est Chica de chez Bloom. » Ils rirent tous, mi-admiratifs, mi-envieux. Elle le savait, et elle s'en délectait. Pourtant, sous l'éclat de l'Igliter et des fossiles, Annabelle sentait quelque chose la ronger, un vide sourd qu'elle ne pouvait nommer. Chaque nuit, elle faisait la fête plus intensément, buvait plus, flirtait sans fin. Mais chaque matin, elle se réveillait dans son pantouse en se sentant comme une étrangère dans sa propre vie. Son père, le chef Damien Wilson, était l'un des plus riches magnats du pétrole d'Afrique de l'Ouest. Sa mère, Lilian, avait été reine de beauté et paradait maintenant en tant que matrone de la société, plus soucieuse des apparitions au gala de charité que de la véritable parentalité. Il lui fournissait tout, des tuteurs privés, la sécurité, des vacances à Dubaï et à Monaco, mais jamais de présence, jamais d'amour. Annabelle était un bien précieux, pas une fille. Un jeune homme se glissa sur la banquette à côté d'elle, lui chuchotant quelque chose à l'oreille qui la fit glousser. Elle ne connaissait même pas son nom, ne s'en souciait pas. Ce soir, elle voulait juste oublier. Elle prit une autre gorgée de sa boisson et le laissa passer son bras autour d'elle. Les verres continuaient de circuler. Le DJ passa à un rythme plus rapide, et la table éclata en acclamations. Annabelle se leva, dansa sur le canapé, les bras en l'air comme si elle était invincible. Mais dans son esprit, il y avait une lueur, une ombre, une pensée que peut-être, juste peut-être, elle était en train de perdre le contrôle. Elle chassa cette idée et se pencha pour embrasser l'inconnu à côté d'elle. Dehors, la ville bourdonnait de circulation et de chaos, inconsciente de la tempête silencieuse qui grandissait à l'intérieur de la fille du milliardaire. Le test de grossesse cliqueta contre le lavabo en marbre alors qu'Annabelle reculait, comme s'il avait développé des crocs. « Non, 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 non » chuchota-t-elle, comme si son déni pouvait effacer les 2 lignes roses qui la fixaient. Ses ongles parfaitement manucurés tremblaient alors qu'elle ramassait à nouveau le bâtonnet en plastique et le fixait, espérant qu'il change. Mais il ne changea pas. La réalité la frappa comme une gifle. Elle chancela pour se rasseoir sur la chaise de coiffeuse dans sa salle de bain, le cœur battant violemment, les peaux moites. Les bougies parfumées coûteuses autour d'elle vacillaient contre les carreaux brillants, projetant de longues ombres sur les murs,
comme si toute la pièce conspirait maintenant pour se refermer sur elle. Enceinte, elle ne savait pas qui était le père. Cela aurait pu être l'un de 3 types, peut-être 4. Les semaines s'étaient confondues dans un brouillard de vodka, d'afrobi et d'inconnus. Elle avait cessé de noter les noms depuis longtemps. Quelle importance quand rien n'avait jamais de conséquences. Jusqu'à maintenant, elle fixa son reflet dans le miroir, peau impeccable, cils parfaits, la beauté d'une fille riche. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était la panique. Le lendemain matin, elle ne s'est pas présentée au brunch au Lagos Yacht Club. Elle est restée blottie dans son lit avec son téléphone en mode « ne pas déranger », parcourant des forums et des articles. Peut-on cacher une grossesse pendant 9 mois? Comment voyager hors de l'État en étant enceinte? Filles riches qui ont disparu pendant leur grossesse. Elle ne savait même pas ce qu'elle cherchait. L'espoir, peut-être, ou une faille dans la réalité. Puis une idée lui est venue. Ce soir-là, vêtue d'une robe de chambre en soie, Annabelle est entrée dans le salon où ses parents organisaient une réunion avec des cadres du pétrole. Elle les interrompit, sans s'excuser, et ils congédièrent les hommes en quelques minutes. Son père leva les yeux de son verre de whisky, légèrement agacé. Qu'est-ce que c'est cette fois? Annabelle prit une profonde inspiration et commença à tisser son mensonge. J'ai réfléchi, commença-t-elle, adoptant un ton doux et sérieux. Je gaspille mon potentiel. À faire la fête, à dépenser votre argent. Je dois devenir sérieuse. Ses 2 parents clignèrent des yeux. Sa mère posa lentement son verre de vin, comme si elle essayait de comprendre de quelle planète sa fille parlait soudainement. Je veux aller à Port Harcourt, poursuivit-elle. Il y a un programme de mode là-bas. Un an. C'est intensif. Une véritable expérience professionnelle. Je pense qu'il est temps que je construise quelque chose par moi-même. Son père plissa les yeux, méfiant. Toi? Un programme de mode? Depuis quand? Elle fit une moue parfaitement synchronisée. Papa, je sais que je t'ai déçu, mais je veux changer. S'il te plaît, laisse-moi faire. Sa mère s'est redressée, imaginant déjà l'angle relation publique. Ça pourrait être bon pour ton image, murmura-t-elle à son mari. La fille du milliardaire devenue créatrice. Ça fera parler les blogs de manière positive. Son père soupira lourdement. D'accord, mais tu auras un chauffeur et un service de sécurité. Non, coupa rapidement Annabelle. Je veux être normal. Pas de personnel. Juste moi. Je louerai un appartement près de l'Institut. C'est le seul moyen pour moi de grandir. Plus de silence. Puis finalement, nous t'enverrons une allocation mensuelle, dit son père. Merci, papa, dit-elle en le serrant fort dans ses bras, trop fort. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis de mensonges et de désespoir masqué en détermination. 3 semaines plus tard, Annabelle se tenait seule au portail d'une modeste concession dans une petite ville juste à l'extérieur de Port Harcourt. Pas la suite de luxe dans un gratte-ciel que ses parents pensaient avoir payé. Elle n'avait utilisé qu'une partie de l'argent pour obtenir un minuscule bungalow de 2 pièces dans un quartier calme où personne ne connaissait son nom. Le reste de l'argent était caché pour lui permettre de tenir pendant les longs et incertains mois à venir. Ses affaires sont arrivées dans un simple camion. Pas d'escorte de sécurité, pas de chauffeur en vue. Elle observait depuis le porche poussiéreux les voisins qui regardaient curieusement la citadine avec ses valises. À l'intérieur de la maison, il n'y avait aucun luxe. Le lit grinçait. Le ventilateur fonctionnait à peine. La pression de l'eau était peu fiable. Mais Annabelle s'en fichait. Elle ne voulait pas de confort. Elle voulait le secret. Elle a fermé la porte à clé, a tiré les stores et s'est appuyée contre le mur. Elle était complètement seule. Et pour la première fois de sa vie, cela la terrifiait. La clinique dégageait une faible odeur d'antiseptique et des ventilateurs de plafond rouillés tournaient paresseusement au-dessus, ne faisant que peu pour chasser l'humidité lourde. Annabelle était assise raidement dans la salle d'attente, son sweat à capuche surdimensionnée tiré bas sur son visage malgré la chaleur étouffante. Elle portait des lunettes de soleil sombres et une perruque bon marché du marché local, sa version d'un déguisement. Elle avait choisi cette clinique avec soin. Loin des routes principales, pas d'enregistrement numérique, pas de regard familier avec les articles de magazines sur papier glacé ou les rediffusions de galas télévisés où son visage était autrefois apparu. Ici, elle n'était plus Annabelle Wilson, la fille du milliardaire. Elle était juste Annabelle, une jeune femme nerveuse assise seule, les doigts tremblants serrant un dossier médical en plastique. L'infirmière a appelé son nom, et elle a suivi en silence, le cœur battant. Les murs de la salle de consultation étaient vert pâle,
écaillé au coin, et sentait l'eau de Javel. Le médecin, un homme à l'air fatigué avec des yeux bienveillants et des cheveux poivre et sel, a jeté un coup d'œil à son dossier, puis à elle. « Vous en êtes à 22 semaines, dit-il après une échographie rapide. Annabelle déglutit difficilement. Oui, je veux savoir si c'est un garçon ou une fille. Le docteur plissa les yeux vers l'écran, appuyant doucement la sonde contre son abdomen. Puis il fronça les sourcils, ajusta la sonde et regarda à nouveau. Son cœur se mit à battre la chamade. « Quoi » demanda-t-elle, la voix brisée. « Y a-t-il un problème ?» Il la regarda et sourit, non pas avec pitié mais avec quelque chose de plus doux. Pas un problème, juste surprenant. Il a légèrement tourné l'écran vers elle. « Vous attendez des triplés. » Annabelle cligna des yeux. « Je suis quoi ?»« Des triplés ?» a-t-il répété. « 3 bébés. Tout semble en bonne santé. Vous portez 3 garçons. » La pièce se mit à tourner. Elle n'entendit pas le reste de ce qu'il dit. Des mots comme « placenta partagé »,« surveillance »,« au risque ». Il flottait devant ses oreilles comme du vent. Elle était toujours bloquée sur 3. Son estomac se noua violemment, et elle atteignit à peine le lavabo rouillé dans le coin avant de vomir le pain sec qu'elle s'était forcée à manger ce matin-là. Cette nuit-là, elle était allongée sur le mince matelas de son appartement loué, recroquevillée sur elle-même comme une enfant effrayée. Le ventilateur bourdonnait au-dessus, mais il ne pouvait pas couvrir la tempête dans sa poitrine. Des triplés. 3 vies. 3 bébés. Tous grandissant en elle. Elle fixa le plafond fissuré au-dessus, des larmes chaudes coulant sur les côtés de son visage, dans ses cheveux. Le poids de ce qu'elle avait fait, de ce qu'elle était devenue, s'est abattu sur elle. « Je ne peux pas faire ça, » murmura-t-elle dans le noir. « Je ne peux pas. » Les jours suivants furent un flou. Elle marchait lentement, craignant chaque bosse sur la route. Elle a cessé de répondre aux appels de ses parents. Son corps s'est alourdi, ses chevilles ont commencé à enfler, et des étrangers dans la rue ont commencé à lui offrir des sièges ou à la saluer avec un « Ah, ce doivent être des jumeaux ». Elle ne rentrait plus dans aucun des vêtements qu'elle avait apportés. Ses envies de nourriture sont devenues de plus en plus étranges chaque semaine. Elle avait mal au dos. Son sommeil a disparu. Ses économies, malgré toute sa planification, diminuaient de manière alarmante. Et la solitude, elle est devenue suffocante. Elle ne parlait à personne. Elle n'a suivi aucun cours car, en vérité, il n'y avait pas d'école de mode. Le mensonge était devenu un mur qu'elle ne pouvait plus escalader. Elle évitait de sortir sauf pour aller au marché local, où elle achetait la nourriture la moins chère qu'elle pouvait trouver. Chaque soir, elle rentrait dans son appartement, fermait la porte à clé et s'asseyait dans la pénombre, fixant son ventre gonflé. Parfois, elle posait la paume de sa main sur son ventre et sentait les ondulations sous sa peau, de minuscules mouvements flottants comme des papillons de nuit. La première fois qu'elle a senti un coup de pied, elle a crié et pleuré en même temps. Elle ne savait pas comment aimer ce qui grandissait en elle. Elle ne savait pas comment y survivre. Les mois passèrent, et à chaque semaine qui s'écoulait, Annabelle se sentait de plus en plus prisonnière de son propre corps. Sa peau s'étirait douloureusement. Son visage a enflé. Sa beauté autrefois éclatante s'éternit. Les miroirs sont devenus des ennemis. Son âme s'est assombrie. Il y a eu des nuits où elle se tenait pieds nus dans sa cuisine, tenant un couteau de cuisine avec des doigts tremblants, pensant à des choses qu'elle ne voulait pas penser. Des nuits où elle fixait son ventre et murmurait « J'aurais aimé m'être débarrassé de vous quand j'en avais l'occasion. » Mais le lendemain matin arrivait toujours, et le poids dans son ventre restait toujours. Puis, un soir humide, elle a perdu les os. La douleur est venue comme un ouragan. Elle est sortie de sa maison en titubant, criant à l'aide. Des voisins qui la connaissaient à peine sont venus en courant. Un taxi a été trouvé. Un hôpital a été appelé. Elle ne connaissait pas le nom du médecin qui l'a accueillie. Elle s'en fichait. Elle a crié, maudit, mordu dans un tissu. Des heures plus tard, lorsque les pleurs de 3 nouveau-nés ont résonné dans la salle d'hôpital stérile, Annabelle leur a tourné le dos. Elle a refusé de les tenir, a refusé de les nourrir. Quand l'infirmière a posé le premier garçon sur sa poitrine, elle a à peine tressailli. Son cœur semblait être de pierre. « Je ne veux pas les voir, » dit-elle, la voix rauque. « Emmenez-les. » L'infirmière a marqué une pause. Ils ont besoin de leur mère. Annabelle a tourné la tête vers la fenêtre et a fermé les yeux. Je ne suis pas leur mère. Le vent était exceptionnellement vif ce matin-là. Un de ces rares froids avant l'aube qui tranchait l'humidité dense de la ville comme du verre brisé.
Un brouillard gris s'était installé bas sur les rues poussiéreuses, s'enroulant dans les caniveaux et les ruelles tel un esprit agité. Les grillons s'étaient tus, et même les chiens n'aboyaient pas. Le monde, pour un instant, semblait retenir son souffle. Annabelle se tenait au bord d'un chemin de terre qui menait au dépotoir de la ville, une étroite bande de terre oubliée où étaient jetées des boîtes de conserve rouillées, de la nourriture en décomposition et les restes de la vie des hôtes. Ses yeux étaient creux, ses joues émaciées, et sa silhouette autrefois glamour était maintenant voilée dans un pagne délavé et un pull informe qui l'engloutissait entièrement. Dans ses bras tremblants se trouvait un panier tressé doublé d'un vieux drap de lit. À l'intérieur se trouvaient les 3 nouveau-nés, chacun âgé d'Axe en grave peine une semaine, enveloppés dans des tissus dépareillés, leurs petites poitrines se soulevant et s'abaissant avec un souffle trop innocent pour le monde dans lequel ils avaient été amenés. Elle est restée là un long moment, les pieds nus plantés dans la terre humide, frissonnant, non pas de froid mais du poids de tout cela. Ses yeux passaient du chemin derrière elle au bébé dans le panier. La lumière du matin n'était pas encore arrivée. Seule la faible lueur bleue du crépuscule jetait une teinte fantomatique sur son visage. « Je suis désolée, murmura-t-elle, sa voix se brisant comme du verre fragile. Elle se pencha lentement, posa le panier à côté d'un pneu usé, et les regarda, chacun de leurs visages doux et sereins, inconscients de l'abandon. L'un d'eux s'est agité et a gémi. Le son la transperça comme une larme. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les refoula. Elle s'est retournée et s'est éloignée rapidement, résistant à l'envie écrasante de se retourner, de les ramasser, de crier et de tomber à genoux. Elle a continué à marcher, et c'est ainsi qu'Annabelle a disparu dans le brouillard, laissant derrière elle les 3 seules personnes qui partageraient jamais son sang. À 5h32 précise, Mama et Belle empruntaient ce même chemin, les pieds enveloppés dans des chaussons déchirés et un sac rugueux en bandoulière sur ses épaules. Son visage était buriné, les rides gravées sur sa peau par des années de survie, pas par l'âge. Son foulard était noué avec soin, ses mains calleuses, et son esprit, bien que meurtri, toujours intact. Le silence de l'aube ne la dérangeait pas. En fait, elle le préférait. Elle n'avait pas de mari à proprement parler, pas d'enfant pour la réveiller avec des cris enjoués. Ses matinées étaient consacrées à la collecte de plastique et d'aluminium jetés sur le site de décharge. Elle les vendait plus tard aux hommes du recyclage pour quelques néras, juste assez pour acheter de l'huile. Mais ce matin était différent. Elle s'est arrêtée en arrivant au virage du chemin. Un son faible et aigu l'a arrêtée net. Ce n'était pas un oiseau. Ce n'était pas le vent. C'étaient des pleurs. Elle a fait un pas prudent en avant, puis un autre. Et puis elle l'a vu. Un panier. Un mouvement. Et le son indubitable de 3 petits nourrissons gémissant vers le ciel vide. Mama et Belle halta, le souffle coupé. Son sac tomba par terre. Elle se précipita en avant, tombant à genoux à côté du panier. Ses mains planaient comme si elle avait peur de toucher les bébés, comme si le fer pouvait la réveiller d'un rêve étrange. « Jésus, murmura-t-elle. Qui ferait ça? Qui? » Elle balaya la zone du regard, espérant, non, priant, que quelqu'un viendrait en courant pour les réclamer. Que ce n'était qu'une erreur. Mais la route était vide. Le silence est revenu. Seuls les bébés parlaient maintenant, leurs pleurs plus forts, affamés, froids. Elle se pencha, ramassant doucement le premier enfant. Sa peau était chaude, ses joues rougies par les pleurs. Elle le serra contre sa poitrine, fredonnant quelque chose de brisé et de doux. Puis elle a soulevé les autres, équilibrant les 3 dans ses bras comme un fardeau sacré. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Elle se leva lentement, chancelante, et murmura au vent. « Je ne sais pas qui vous êtes, ni quelle sorte de douleur vous a poussé à faire cela, mais je jure sur la tombe de ma mère que ces enfants ne mourront pas ici. » Elle est retournée vers la ville, 3 bébés pressés contre sa poitrine, et a parcouru la longue route du retour. Sa chambre mesurait à peine 10 mètres carrés, avec un seul matelas par terre et un réchaud à pétrole dans le coin. Mais c'est devenu un sanctuaire. Elle leur a donné de l'eau mélangée à du glucose, puis de la bouillie, et a supplié une voisine de lui donner de vieux vêtements de bébé. Elle a vendu plus qu'eux. Elle n'a collecté juste, elle leur a chanté, les a bercés, les a nommés. Calvin, Elia, Ken, Dieu merci, grand est Dieu, la volonté de Dieu. 3 noms, 3 bénédictions, 3 chances d'avoir la famille qu'elle pensait ne jamais avoir. Et alors que le soleil se levait enfin au-dessus des toits et illuminait sa modeste chambre d'un or doux, Mama et Belle regarda les garçons endormis et se chuchota à elle-même.
Vous n'avez pas été jeté. Vous m'avez été livré. Les premières semaines ont été brutales. Maman Ebel n'avait pas dormi. Maman Ebel n'avait pas dormi correctement depuis le matin où elle avait trouvé les bébés. Sa chambre, qui avait toujours été silencieuse, résonnait maintenant de cris nocturnes et de gémissements agités. Ses os lui faisaient mal à force de les soulever, de les bercer et de les porter constamment. Ses vêtements étaient souvent tachés de régurgitation ou de les tourner. Il y avait des moments où elle s'asseyait sur le bord de son mince matelas, la tête dans les mains, en pensant « Comment en suis-je arrivé là ?» Mais chaque fois que l'un des garçons tendait un petit poing, ou se calmait au son de sa voix, elle se souvenait. Elle ne les a pas choisis, mais elle les a reçus, et elle ne les rendrait jamais. Ebel a complètement ajusté son monde pour les tripler. Ces journées sont devenues une danse soigneusement chorégraphiée consistant à nourrir, baigner, porter et étirer chaque néra qu'elle avait. Les garçons n'avaient pas de couches appropriées. Elle a déchiré de vieux pagnes et les a pliés pour en faire des couches de fortune. Elle n'avait pas de berceau ni de chaise pour bébé. Elle les a placés dans des paniers usés, doublés de vieilles serviettes, et a réarrangé ses meubles pour pouvoir garder les yeux sur les trois. Ses voisins chuchotaient. Qui lui a même donné ses enfants? Pourquoi ne le signale-t-elle pas? Elle n'est même pas mariée. Elle ne peut pas se nourrir elle-même. Maintenant, elle a des bouches à nourrir, mais Ebel ne leur a pas répondu. Pas une seule fois. Elle passait outre le jugement comme si c'était de la poussière sur son épaule. Elle ne leur devait aucune explication. Ces garçons étaient les siens maintenant. Dieu les avait placés entre ses mains. Et elle ne le décevrait pas. Les commérages étaient le cadet de ses soucis de toute façon. Un jour, alors que les garçons avaient environ 4 mois, Ebel s'est retrouvée avec seulement 500 naira nigérians en poche. C'était censé durer 2 jours. Elle avait besoin de gari, de lait et de pétrole. Elle se tenait au carrefour, les jumeaux attachés sur sa poitrine et son dos et un dans ses bras, le cœur battant d'un désespoir silencieux. Elle est entrée dans un petit kiosque et a pris une boîte de céréales pour bébé, puis l'a reposée. Trop cher. Elle a pris un sachet de lait plus petit. Toujours trop cher. Sa gorge se serra. Pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans sa vie, une pensée terrifiante s'est insinuée en elle. Et si je n'y arrivais plus? Et si je devais les laisser partir? Puis Ken, celui dans ses bras, Harry, un son pur et bouillonnant, comme s'il n'avait aucune idée de la crise qui se déroulait dans sa poitrine. Cela la fit fondre. Elle sourit à travers ses larmes, s'accroupit à côté de l'étal et le serra fort contre elle. « Tant que j'aurai un souffle, murmura-t-elle, vous ne souffrirez jamais seule. » Elle n'a rien acheté pour elle-même ce jour-là. Ebel a commencé à faire des petits boulots, laver les vêtements des voisins, balayer les cours, et même aider à cuisiner à l'arrière d'une cantine locale en échange des restes de nourriture. Certains jours, elle parcourait jusqu'à 10 kilomètres juste pour aller chercher de l'eau propre pour le bain des garçons dans des bouteilles. Et pourtant, elle rentrait à la maison, baignait chaque enfant avec soin, leur chantait des berceuses de son village et priait sur eux avec des mains tremblantes de fatigue mais enracinées dans un amour féroce. Ils grandissaient lentement mais sûrement. Kelvin, le plus expressif des trois, commença à babiller le premier. Il l'a appelé maman avant tout autre mot. La première fois qu'elle l'a entendu, elle s'est assise par terre et a pleuré jusqu'à ce que sa tête lui fasse mal. Elia était fort, rampant plus vite que les autres, curieux de tout. Il essayait souvent de toucher les flammes bleues du réchaud à pétrole, ce qui obligeait Ebel à le porter sur son dos même en cuisinant. Ken, le plus petit, était doux et observateur, la fixant toujours comme s'il mémorisait son visage. Parfois, il se réveillait au milieu de la nuit et cherchait son visage dans le noir, gloussant quand il le trouvait. Elle a commencé à connaître leur personnalité aussi distinctement que les lignes de ses paumes. Les années ont passé en un clin d'œil d'insomnie. Leurs anniversaires n'étaient jamais grandioses, pas de gâteaux, pas de ballons, mais ils étaient toujours remplis de danses, de chants et de bols de riz partagés avec des voisins souriants qui avaient depuis longtemps cessé de chuchoter. Les mêmes personnes qu'il a jugées autrefois ont commencé à lui prêter de vieux vêtements, à l'aider à transporter de l'eau, à lui offrir de la nourriture. Une femme a donné des uniformes scolaires des enfants de son cousin. Un enseignant à la retraite a proposé des cours de soutien gratuits après l'école. C'était comme s'il n'apportait pas seulement de la joie, mais aussi de la faveur. Un soir, alors que les garçons avaient environ 7 ans, ils se sont rassemblés autour d'Ebel pendant qu'elle préparait leur dîner de porridge d'igname. La lumière de la lampe à pétrole faisait briller sa peau comme du bronze chaud. Kelvin, vif et posant toujours des questions, la regarda soudainement et dit « Maman,
pourquoi ne te ressemblons-nous pas? Ebel se figea. La cuillère en bois dans sa main s'arrêta, en plein mouvement. La question flottait entre eux comme une bombe à retardement. Elle a forcé un doux sourire, car Dieu fait chacun différent. Vous vous ressemblez à vous-même. C'est ce qui compte. Les garçons n'ont plus posé de questions. Pas cette nuit-là. Pas pendant de nombreuses années. Peut-être que son amour avait effacé l'espace où le doute vivait habituellement. En vérité, ils n'avaient pas besoin de la réponse. Leur cœur connaissait déjà la vérité. Elle était leur mère, quoi qu'il arrive. Le soleil était depuis longtemps devenu un dieu familier dans leur vie. Impitoyable, constant et doré. Et sous son lever quotidien, les garçons n'ont grandi comme des liens d'igname pendant la saison des pluies. Sauvages, déterminés et pleins de vie. Les années ont passé. La maison d'une seule pièce, autrefois branlante et résonnant des pleurs de nourrissons, bourdonnait maintenant d'une énergie adolescente. Mama et Belle n'avaient plus à les porter sur son dos, mais elle portait toujours leur fardeau dans chaque craquement de ses genoux et chaque prière chuchotée sous son souffle à l'aube. Kelvin fut le premier à découvrir les livres. Cela a commencé avec les pages déchirées d'un vieux magazine scientifique que quelqu'un avait utilisé pour emballer de l'akara. Il était en train de déballer la nourriture avec ses frères, en rigolant, quand ses yeux ont attrapé un schéma du système solaire. Pendant que Ken et Elia se disputaient pour savoir qui aurait le plus gros morceau d'akara, Kelvin fixait les planètes. Des cercles parfaits orbitant autour du Soleil, et il a senti quelque chose se déverrouiller en lui. Après ça, il a commencé à collectionner des bouts de papier, des magazines, des journaux, de vieilles notes d'école que d'autres avaient jetées. Il posait des questions. Trop de questions. Pourquoi la Lune est-elle brillante? Pourquoi les fils électriques font-ils des étincelles? Pourquoi notre maison est-elle toujours chaude? Mama et Belle ne connaissaient pas toujours les réponses, mais elle écoutait. Elle écoutait toujours. Ken, d'un autre côté, est devenu doux et attentionné. Il aimait s'asseoir avec Mama et Belle quand elle était fatiguée, lui massant les pieds ou l'aidant à moudre le piment avec le bol en pierre. Il remarquait tout. Quand elle toussait trop longtemps, quand elle mangeait trop peu, quand sa voix était un peu triste même derrière un sourire. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, ses paroles étaient comme de l'eau calme. Douce, profonde et apaisante. Et puis il y avait Elia, le plus actif physiquement. Si une table avait besoin d'être réparée, il trouvait des clous et du bois. Si un mur avait des fissures, il trouvait du ciment. Quand la fenêtre d'un voisin s'est cassée, il a proposé son aide, même s'il savait à peine comment faire. Ses mains étaient toujours occupées. Ses rêves encore plus. « Je veux construire des maisons pour tout le monde, maman », a-t-il déclaré un jour, en s'époussetant les genoux. Des grandes, avec des lumières, des ventilateurs et de l'espace pour danser. Mama est belle à sauver. Alors commence par celle-ci, pour que je puisse enfin dormir sans que cette chaleur me rôtisse comme une banane plantain. Elia a souri et a promis. Il lui construirait un palais un jour, il a juré. Et Mama et Belle l'a cru, non pas parce qu'il avait de l'argent ou des plans, mais parce qu'elle avait vu le feu dans son cœur. L'école n'a pas été facile. Il y a eu des moments où ils ont dû partager des manuels scolaires ou copier des notes entières à la main, car ils ne pouvaient pas se permettre des photocopies. Parfois, l'enseignant les renvoyait chez eux pour des frais impayés, et Ebel courait à l'église ou suppliait un commerçant local de l'aider. Mais jamais les garçons ne se sont plaints. Ils portaient des uniformes déchirés avec fierté. Ils nettoyaient leurs sandales tous les soirs. Ils s'asseyaient au premier rang de la classe, leurs mains toujours levées, leurs noms appelés lors des remises de prix. Les enseignants parlaient d'eux comme de miracles. Ils étaient brillants, respectueux et farouchement motivés. Leur lien était indestructible. Ils se défendaient mutuellement dans la cour de récréation, partageaient chaque repas jusqu'à la dernière cuillère et étudiaient ensemble à la lueur des bougies, se relayant pour éventer Mama et Belle lorsque la chaleur devenait insupportable. Ils se disputaient rarement, et quand ils le faisaient, cela se terminait par des rires ou des histoires. Toujours les histoires du soir de Mama et Belle sur les dieux, les tortues astucieuses ou le caractère sacré des noms. Et Belle travaillait toujours. Elle ne les laissait jamais voir à quel point elle était fatiguée. Elle ne les laissait jamais la voir sauter des repas. Parfois, après que les garçons se soient endormis, elle s'asseyait par terre, fixant ses mains, sombres, gercées, tremblantes, et demandait à Dieu la force. « Laisse-moi vivre assez longtemps pour voir ce qu'ils deviendront » chuchotait-elle.
Quand Kelvin a construit sa première radio à partir de fils mis au rebut et de pièces d'un vieux fer à repasser, elle a dansé dans la pièce. Quand Ken a écrit une dissertation qui a été publiée dans un journal national, elle en a acheté 5 exemplaires et les a montrés à tout le monde au marché. Quand Elia a aidé à réparer leur toit qui fuyait avec du bois d'une clôture cassée, elle a pleuré, non pas à cause du travail, mais à cause de l'amour. Un dimanche, alors que les garçons étaient à la fin de leur adolescence, elle les a rassemblés après l'église, à l'ombre du manguier à côté de leur concession. L'air était doux, parfumé de feuilles sèches. Abel avait l'air plus âgé maintenant, ses cheveux striés d'argent, ses yeux ridés par des années de sourire et de survie. « Mes fils, dit-elle en tenant chacune de leurs mains, vous n'avez peut-être pas mon sang, mais vous avez mon âme. Je veux que vous sachiez quelque chose de très simple. Je suis fier de vous. Et si je mourais demain, je serai toujours la femme la plus heureuse qui ait jamais vécu. » Ils ne comprirent pas pourquoi elle dit cela ce jour-là. Mais quelque chose dans sa voix les poussa à la serrer plus longtemps dans leurs bras cette nuit-là, en rentrant à la maison. Ils n'ont jamais demandé qui était leur père. Ils n'ont jamais demandé qui pourrait être leur mère. Parce qu'ils savaient. Ils l'avaient déjà. Et c'était suffisant. Les 30 bougies vacillaient sur le gâteau comme de minuscules étoiles. Témoins d'un voyage que personne dans la petite concession ne comprenait vraiment. La célébration était modeste, tenue dans l'arrière-cour de la même maison où les triplés avaient grandi, passant de nourrissons gémissants à des hommes. Maintenant, l'espace était plus plein, plus vivant. Des chaises en plastique entouraient le sol poussiéreux. Une bâche empruntée flottait paresseusement dans la brise du soir, et de la musique hyglyphe s'échappait d'un haut-parleur Bluetooth posé sur un tabouret. Les voisins sont venus avec des cadeaux, des boîtes à repas, des caisses de boissons, de nouveaux pagnes pour Maman Abel. Tout le monde voulait honorer les garçons, comme on les appelait affectueusement. Kelvin portait maintenant des chemises à boutons et parlait comme quelqu'un qui fréquentait les couloirs du pouvoir. Ken avait un ordinateur portable dans sa voiture en permanence, tapant constamment sur quelque chose de trop technique pour être expliqué. Et Elia, solide et confiant, venait d'ouvrir son 3e chantier immobilier et portait des bottes et une tenue audacieuse, l'une des déclarations de mode les plus osées que l'on ait jamais vues dans ce quartier. Maman Abel était assise dans le coin sous le manguier, portant son plus bel héros et gelé, les pieds reposant sur un tabouret en plastique. Son visage rayonnait de fierté. Les rides s'étaient creusées au fil des ans, mais elle ne faisait que rendre son sourire plus prononcé, plus sacré. Elle regardait ses garçons, riant et servant de la nourriture, serrant les invités dans leurs bras, posant pour des photos. Ils n'avaient pas seulement grandi, ils s'étaient épanouis. Mais juste au-delà des rires, dans l'espace tranquille entre la musique et la mémoire, la vérité se réveillait doucement. C'est arrivé cette même nuit, après le départ des derniers invités, après que les lumières se soient tamisées, après qu'Abel se soit endormi avec un soupir fatigué et un sourire satisfait. Les 3 hommes étaient assis dehors sur la véranda, sirotant du malt et rattrapant le temps perdu comme le font de vieux amis quand le monde ralentit enfin. C'est alors que la vieille femme d'accent grave côté, tante Levina, une sage-femme à la retraite aux gencives lâches et sans filtre, s'est approchée en traînant les pieds dans son pagne délavé, attirée par la curiosité et le gâteau restant qu'elle était sûre qu'il n'avait pas mangé. Elle s'est assise avec eux quelques minutes, plaisantant sur le temps qui avait filé, sur le fait qu'il ne portait pas de sous-vêtements autrefois et possédait maintenant des VUS. Puis, de la manière dont les vieilles femmes ont tendance à passer du sacré au profane sans avertissement, elle a dit « Vous savez que votre mère vous a tous ramassés sur un dépotoir, n'est-ce pas ?» L'atmosphère a changé. Le silence est tombé si rapidement que c'était comme si quelqu'un avait coupé le courant. Elia a arrêté de rire en pleine phrase. Ken se figea, son verre à mi-chemin de ses lèvres. Kelvin cligna des yeux comme si les mots n'avaient pas bien atterri. « Pardon ?» demanda Kelvin, doucement mais fermement. Tante Levina gloussa, ne réalisant pas la pierre qu'elle avait jetée dans l'eau calme. « Ah, elle ne vous a jamais rien dit? J'étais là ce matin-là. Elle est revenue avec un panier, vous portant tous les 3, qui plairiez comme un chat mouillé. Les gens disaient qu'elle devrait le signaler à la police, mais elle a refusé. Elle a dit que Dieu lui avait donné des enfants. Sa voix s'est éteinte quand elle a vu leur visage. Comment chaque sourire avait disparu, comment la nuit était soudainement devenue trop silencieuse. Elle se leva maladroitement. « Ah, ne soyez pas en colère. Peut-être qu'elle vous le dira plus tard. » Et puis elle s'en alla en traînant les pieds, marmonnant pour elle-même. Les triplés restèrent assis dans un silence stupéfait. Elia fut le premier à parler, sa voix basse,
presque révérencieuse. Elle nous a trouvés. Le front de Ken se plissa. Dans une décharge. Les lèvres de Kelvin se sont serrées. Son esprit tournait déjà à 100 à l'heure. Il s'était toujours interrogé sur les pièces manquantes, les photos de famille absentes, les regards curieux des aînés, la façon dont Mama et Belle ne répondaient jamais aux questions sur leur petite enfance. Mais il n'avait jamais imaginé cela. Aucun d'entre eux. Le poids de tout cela s'installa lentement. Comme leur vie aurait pu être différente. À quel point ils ont frôlé la mort. Comment une seule décision d'une femme pauvre et sans enfant avait réécrit leur destin. Elle nous a sauvés, dit doucement Ken, la voix brisée par l'émotion, et n'a jamais dit un mot. Pas une seule fois. Elijah deglutit difficilement. Elle nous a élevés comme si nous étions des rois, et a caché sa douleur comme un secret. Kelvin expira. Elle aurait pu nous le dire. Mais peut-être qu'elle ne voulait pas que nous nous sentions inférieurs. Ils sont restés assis en silence un peu plus longtemps, le genre de silence qui ne demande pas à être rompu. Puis Kelvin se leva, les yeux brillants. Nous ne pouvons pas la laisser se sentir oubliée, dit-il. Nous lui devons plus que de l'amour. Ken hocha la tête. Nous ferons plus que dire merci. Elia regarda ses frères, la mâchoire serrée. Nous lui donnerons le genre de vie qu'elle n'a jamais osé rêver. Cette semaine-là, à son insu, les triplés ont mis leurs ressources en commun et ont commencé les préparatifs. Kelvin s'est occupé des formalités administratives. Ken a conçu le plan d'un magnifique bungalow avec toutes les commodités modernes. Énergie solaire, système de sécurité, au plafond, sa couleur préférée sur les murs. Elia a engagé ses meilleurs ouvriers et a supervisé la construction avec une précision militaire. Ils lui ont acheté une voiture, une petite Toyota, rien de tape à accent grave-l'œil, mais neuve et facile à conduire. Ils ont engagé quelqu'un pour cuisiner et nettoyer pour elle. Ils ont choisi une rue près d'un hôpital au cas où elle aurait besoin de soins rapides. Ils ont gardé le secret pendant un mois. Puis, un samedi ensoleillé, ils lui ont dit qu'ils allaient à la fête d'un client. Ils lui ont bandé les yeux. Ils l'ont mise dans la voiture, et quand ils sont arrivés, ils l'ont conduite jusqu'au portail de la maison qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Ouvre les yeux, maman, dit Kelvin. Elle l'a fait, et elle a eu le souffle coupé. Devant elle se tenait un rêve enveloppé de ciment, de peinture et d'amour. Son nom gravé dans la pierre au-dessus de l'entrée. La maison de Mama et Belle. Pendant un long moment, elle ne put bouger. Ses mains tremblaient. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Puis elle se tourna lentement vers eux. « Vous, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Elia lui prit la main. « Ton palais, maman. Tu as dit que nous le construirions un jour. » Ken a ouvert la porte. Il y a de l'eau courante dans chaque pièce. Lumière solaire. Cuisinière à gaz. Kelvin a montré l'allée. Et la voiture est à toi. Fini la marche. Et puis, comme si toutes les années de souffrance et de sacrifice avaient attendu ce seul moment pour se libérer, elle est tombée à genoux et a pleuré. Pas de larmes silencieuses. Pas de larmes gracieuses. Mais des sanglots bruts, bruyants et incontrôlables d'un cœur qui avait porté trop de choses pendant trop longtemps. Les triplés se sont agenouillés avec elle, leurs bras enroulés autour d'elle, leurs propres larmes coulant sur leurs joues. Et bien qu'ils n'aient jamais parlé de ce que tante Levina avait dit, ils connaissaient tous la vérité maintenant. Elle n'était pas elle. Euromère par le sang, par le cœur, par le sacrifice et par la grâce. Et c'était un lien qu'aucune biologie ne pourrait jamais briser. L'odeur de lavande remplissait les pièces de la nouvelle maison. Pas le genre artificiel qui vient des désodorisants bon marché, mais de la vraie lavande, plantée dans le petit jardin près du porche, juste sous la fenêtre de la chambre de Mama et Belle. Ken s'était souvenu qu'elle avait un jour mentionné aimer cette odeur lorsqu'elle passait devant l'autel de l'église quand elle était jeune fille. Il l'avait donc importée et l'avait fait planter avec soin. Maintenant, chaque matin, quand elle ouvrait sa fenêtre, l'odeur l'accueillait doucement, comme un souvenir revenu du passé. La vie avait changé, mais pas d'une manière qui la faisait oublier. Au contraire, cela avait donné un sens à chaque sacrifice. La nouvelle maison était lumineuse, aérée, peinte dans des tons crème et terre chaud. Les ventilateurs de plafond ne bourdonnaient plus et ne vacillaient plus. Ils tournaient en douceur. Il y avait une télévision à écran plat dans le salon, même si elle ne la regardait pas beaucoup. Elle préférait la véranda, où elle pouvait s'asseoir avec une tasse de thé, des chaussons aux pieds, son pagne noué, et les yeux pleins de paix. Elle avait maintenant de l'aide, Marie, une jeune femme engagée pour cuisiner, nettoyer et lui tenir compagnie.
Mais Abel est restée elle-même. Elle insistait pour balayer sa propre chambre. Elle choisissait toujours ses légumes avec soin. Elle portait toujours ses vieux foulards, noués de la même manière qu'il y a 20 ans. L'argent avait amélioré sa vie, mais il n'avait pas changé son âme. Ses triplés, ceux qui pleuraient autrefois à l'aube dans un panier, étaient devenus des géants dans le monde. Le docteur Kelvin Abel parcourait maintenant les couloirs des hôpitaux universitaires, sauvant des vies, formant des internes, envoyant à sa mère des rappels de santé quotidiens comme « bois de l'eau et vérifie ta tension artérielle ». Il avait récemment publié un article dans une revue sur les soins maternels dans les communautés mal desservies et l'avait nommé le « modèle Abel ». Ken, le rêveur silencieux, était maintenant PDG d'une start-up technologique africaine en pleine croissance qui avait remporté des prix mondiaux de l'innovation. Il a mis en place des systèmes pour numériser les soins de santé en milieu rural et l'apprentissage à distance. Son entreprise était désormais évaluée à des millions. Et pourtant, il appelait chaque soir juste pour entendre sa voix dire « Dors bien, mon fils ». Elia, le bâtisseur de choses, possédait maintenant plusieurs propriétés dans 3 villes. Il avait formé et employé des jeunes hommes du même bidonville où il avait grandi, y compris 2 des fils des voisins même qui se moquaient autrefois d'Abel pour avoir adopté des enfants abandonnés. Il rentrait chez lui chaque semaine pour vérifier sa plomberie, réparer tout ce qui semblait déplacé, même quand elle disait que tout allait bien. Les garçons l'avaient autrefois appelée maman. Maintenant, le monde l'appelait la maman des rois. Mais même au milieu de toutes les bénédictions, les questions persistaient. Lui demanderait-il un jour? S'assierait-il un jour avec elle? La regarderait-il dans les yeux et dirait-il « Dis-nous la vérité. Qui nous a abandonnés? Pourquoi n'as-tu jamais rien dit ?» Elle craignait ce jour. Non pas parce qu'elle avait menti, mais parce qu'elle ne voulait pas qu'il porte la blessure de leur commencement. Elle ne voulait pas qu'il se sente à nouveau abandonné. Mais ce jour n'est jamais venu. Au lieu de cela, quelque chose d'autre s'est produit. Un soir, alors que le soleil projetait de longs rubans orange dans le ciel, les garçons l'ont surprise avec un petit dîner en famille. Pas de caméra, pas d'invités, juste eux. Un gâteau était posé sur la table, entouré de doux rires et de l'arôme de la bouillie d'igname. Puis Kelvin se leva, levant un verre de vin de fruits. « Maman, dit-il. Nous savons. » Les mots n'avaient pas besoin d'explication. Sa main se crispa sur sa tasse. Son cœur s'emballa. « Mais nous nous en fichons, » ajouta Ken, « parce que c'est l'amour qui nous a élevés, pas le sang. » Elia s'avança et plaça une petite enveloppe dorée dans ses mains. « C'est pour toi, un petit cadeau, juste comme ça. » Avec des doigts tremblants, elle l'ouvrit. C'était un acte de propriété pour un terrain dans le village où elle était née. Un terrain de premier choix, clôturé, titré, payé. C'était le sien. Et il y a plus, a dit Kelvin avec un sourire. Une fondation. À ton nom. Pour les enfants abandonnés. Sa main a couvert sa bouche. Elle a essayé de parler mais n'a pas pu. Des larmes ont coulé librement sur ses joues. Encore. Ils ne lui ont jamais demandé d'expliquer. Jamais interrogé le passé. Ils ont simplement décidé de l'honorer pour ce qui comptait le plus. La femme qui leur a tout donné, sans jamais rien avoir au départ. Et ainsi ils ont continué à vivre. Ensemble. Semaine après semaine, les garçons venaient lui rendre visite. Parfois, ils venaient tous en même temps. Parfois, séparément. Chaque fois avec des cadeaux, des câlins et des blagues idiotes. La maison ne semblait jamais vide. Elle résonnait d'amour, de rire et de la gratitude silencieuse qui n'avait pas besoin de mots. Quand les voisins lui demandaient pourquoi ses fils ne cherchaient jamais leur vraie mère, Abel souriait doucement et disait « Parce qu'ils l'ont déjà trouvée. » Et quand elle parcourait sa maison la nuit, éteignant les lumières, vérifiant les portes, fredonnant ses hymnes préférés, elle ne s'inquiétait plus de ce qui se serait passé si elle avait fait un choix différent toutes ces années auparavant. Parce qu'au plus profond de son âme, elle savait. La plus grande chose qu'elle ait jamais faite dans ce monde n'était pas de trouver les garçons. C'était de les aimer. Et il lui avait rendu cet amour, triplé, mûri et éternel. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes.